Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. J'ai l'immense plaisir d'interviewer aujourd'hui Thomas Brezard. Thomas a 33 ans. Après 8 années de conseil en développement durable, il a rejoint Norcis, une entreprise du numérique créée par son père en 1994. Chez Norcis, il est le directeur du modèle Perma Entreprise. Il co-préside aussi le mouvement Bilab France. Bonjour Thomas. Salut Cécile. Thomas, qui es-tu ? Tu as dit que tu avais l'immense plaisir de m'interviewer. Moi, je suis l'heureux invité de ton podcast, déjà pour commencer. Comme tu l'as dit, voilà, je suis un jeune trentenaire qui est aussi jeune papa et qui, pour ces deux raisons, se sent investi d'une mission de la plus haute importance qui est de construire un monde un petit peu différent de celui dans lequel je me suis construit en tant qu'adulte pour que, à la fois, je vais être un peu égoïste moi-même, mais aussi et surtout, ma fille et ceux qui me sont proches et tous les autres humains puissent avoir aussi un avenir qui soit viable, parce que celui qui se dessine semble être un tout petit peu compromis en termes de qualité de vie, de bien-être, et cetera. Ok. Et du coup, chez Norcis, vous avez créé le modèle de Perma Entreprise, mais il me semble qu'il y a eu différentes étapes avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, ouais, c'est vrai que le modèle perma-entreprise est finalement l'aboutissement de 20 ans d'exploration, de R&D, comme on dirait, plus conventionnellement dans le monde de l'entreprise, sur le rôle que joue l'entreprise au sein de la société. Et tu as justement cité que c'est donc une entreprise qu'a fondée mon père en 94, donc l'entreprise va avoir 30 ans, hein. Et même si j'y étais pas à l'époque, je sais que mon père avait, beaucoup pensé la structuration de Norcis et de tout ce projet entrepreneurial autour d'une vision très humaniste. Finalement, l'entreprise était un lieu qui devait permettre aux humains de s'épanouir par le développement de compétences, de se rencontrer. Et je vais prendre un exemple très actuel qui est autour de l'intégration de personnes d'origines très diverses, et cetera. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on peut être amené à rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait jamais dans le civil. Donc c'est là que l'entreprise peut avoir un rôle à jouer au niveau social, au niveau sociétal, dans la lutte contre les discriminations, et cetera, même si bien plus souvent on en entend parler dans l'actualité comme un fait négatif que positif. Et donc je te donne un exemple, c'est que Narcisse fut la première PME de France à mettre en place le CV anonyme et c'est toujours utilisé aujourd'hui. Donc on a notre propre cabinet de recrutement qui reçoit des candidatures et les anonymise avant de les transmettre à nos agences. Et ensuite, on vérifie qu'on a, les mêmes pourcentages de représentation, selon, je dirais les différentes étapes du process de recrutement pour vérifier qu'on ne discrimine pas. Tu vois? Donc ça, c'est un exemple pour montrer que depuis bien longtemps, Narcisse a essayé de faire des choses qui pouvaient être pionnières. Donc je pense que CV Anonyme, ça devait être 2005, hein, donc c'était vraiment, le tout début, où je crois que c'était aussi la première PME à signer l'accord 35 heures à l'époque, des grands débats sur le sujet. Bon voilà, tu vois? Donc voilà, c'est le fruit d'un long cheminement. Ce qui nous a amené à la perma-entreprise, c'est que, depuis une trentaine d'années, les entreprises structurent leur engagement, autour ce qu'on appelle le développement durable ou la RSE, hein. Et là, c'est mon expérience qui parle, celle de quelqu'un qui a fait du conseil pendant presque 10 ans en RSE notamment. C'est qu'en fait, très souvent en RSE, on faisait des choses assez formidables, en tout cas foncièrement destinées à améliorer un contexte social ou environnemental. Mais presque jamais on ne touchait au seul truc qui détermine toutes les stratégies des boîtes, c'est le business. Ouais. Et ça, c'est une très grande limite de ce modèle-là. C'est que du coup, tu peux faire tout ce que tu veux en RSE, hein, pour le bien-être, pour l'épanouissement, pour réduire l'impact sur la planète. Si ce que tu vends, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs, continue à être destructeur pour le vivant et parfois, pas franchement très utile pour les humains, en fait, tu n'as rien compris aux enjeux de notre époque. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai rejoint Norcis, moi, après ces années de conseil, parce que je voulais justement tester des nouveaux dispositifs et à l'époque arrivait Bicorp, arrivait la société à mission et donc j'ai proposé à mon père de dire: «Tu as un super terreau fertile, hyper mature en RSE, mais est-ce que ça t'intéresse de voir ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus, exigeant dans,
l'objet en fait d'intérêt général que peut et que doit, selon moi, devenir l'entreprise. Il m'a dit: «OK» et donc on s'est lancé là-dedans, on a expérimenté et puis, pour d'autres raisons, on en est arrivé à inventer ce nouveau modèle qui présente quelques singularités qui nous semblent être, suffisamment impactantes pour qu'on se donne vraiment les moyens de faire de l'entreprise un objet au service de l'intérêt général. Et du coup, la perma-entreprise, j'imagine que c'est inspiré de la permaculture? Bah, pas qu'un peu, c'est pleinement inspiré de la permaculture et en fait, quand on s'est intéressé à ce qu'était la permaculture, on a, épluché l'ouvrage, que dis-je, de référence qui fait 700 pages sur la permaculture, en essayant de se dire au cours de ces 700 pages, quels sont, les, éléments marquants, les fondements du modèle permaculturel, avec lesquels on pourrait faire des analogies pour poser les bases d'un nouveau modèle d'entreprise. Donc c'est pleinement inspiré de ça et ce qui nous a amené à explorer ce que faut quand même remettre dans le contexte une entreprise de services informatiques qui, s'intéresse à la permaculture et qui en fait, son nouveau modèle d'entreprise. Ça paraît quand même un petit peu étonnant dit comme ça. Ce qui nous y a amené, c'est qu'on a soutenu financièrement un projet de ferme urbaine dans Paris qui mettait en place des pratiques, permaculturelles. Donc, naturellement, les fondateurs de ce projet nous en ont parlé et ça nous a intéressés. Et notamment une chose, c'est que tout est basé sur 3 principes éthiques indissociables qui sont en fait un peu les tables de la loi, ou les 3 lois d'Asimov, hein, par exemple dans la robotique, c'est un peu l'équivalent, mais dans la vision de ce que doit être une production alimentaire. Heu et en l'occurrence, ces 3 éthiques, nous ont presque, enfin, sauté au visage parce qu'elles ont très vite, elles se sont très vite révélées comme étant la réponse à nos questionnements sur les limites des modèles RSE et de développement durable. Et te concrétiser ça, hein, le développement durable, il y a un triptyque, hein, qui est, l'humain, l'environnement et l'économique. En anglais, c'est people, planet, profit, les 3 P, hein. Profit, mais souvent malheureusement, c'est le profit qui gagne, c'est-à-dire au détriment de l'humain et de l'environnemental et de temps en temps, il y a une synergie entre les 2 parce que faire du people, ça va finalement servir le profit, hein. Voilà, le bien-être au travail, ça a été beaucoup, beaucoup ça. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, c'était fait pour des raisons bien particulières qui ne permettaient pas de résoudre les problèmes de fond des modèles d'entreprise et en fait, en perma-entreprise, bah, tu as l'humain, c'est prendre soin de l'humain, tu as la planète, c'est préserver la planète et le plus intéressant, c'est le troisième, que c'est plus l'économique ou le profit, c'est se fixer des limites et redistribuer les surplus. Et donc ça venait, répondre à 2 problèmes qui étaient un, le business as usual ne fixe pas de limites et du coup dégrade socialement, environnementalement notre écosystème. Et le deuxième, c'était que le modèle habituel des entreprises concentre la richesse, alors qu'on voit bien aujourd'hui que les inégalités ont pris de telles proportions qu'un gros sujet pour le monde de l'entreprise, c'est de bien mieux redistribuer la richesse qui est créée. Et donc en fait, on s'est dit: «Beh, est-ce qu'on tiendrait pas là, bah, le nouveau mode de pensée, la nouvelle culture d'entreprise que l'on veut développer?» Et c'est de ça qu'on est parti et en explorant tout en détail le modèle permaculturel qu'on a imaginé ce modèle de perma-entreprise. Alors dans mon podcast Human First, on parle surtout de gouvernance et puis, de management, de façon dont on traite l'humain et cetera. Alors comment ça se passe chez Norcis et avec ce modèle de perma-entreprise, de façon plus large? Écoute, le modèle en fait, invite fortement les organisations et je dis bien les organisations parce que, nous on l'a pensé en tant qu'entreprise pour les entreprises. Et il fallait qu'on s'adresse à un public particulier parce que quand tu vises tout le monde, tu touches personne. Mais en réalité, le modèle aujourd'hui, il est appliqué par des organisations, y compris à but non lucratif, comme des associations, des fondations, des ONG, hein, donc je parle bien d'organisations au sens large aujourd'hui. Le modèle les invite très fortement à être sur des modèles de gouvernance participatif, hein, à casser les silos, à essayer d'avoir des modèles de hiérarchisation beaucoup plus à plat et en ce sens, on n'a pas inventé quelque chose de forcément nouveau. Hein, le modèle, en revanche, t'aide à donner un cadre global à la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Dans cette stratégie d'ensemble, tu retrouves des choses à faire sur la gouvernance. Donc, chez nous, concrètement, il y a un certain nombre d'organes de gouvernance qui ont, fortement voix au chapitre dans la définition de la stratégie de l'entreprise, voire dans des décisions, des orientations qui sont prises. Dedans, tu vas retrouver, le CSE, tu vas retrouver le conseil d'éthique. Et je dis bien le conseil parce qu'on nous parle tout le temps de comité d'éthique, mais chez nous, c'est un conseil
qui a pour rôle de conseiller le comité de direction et lui fait des recommandations, mais qui peut aussi concevoir, par exemple, des modules de formation pour que les collaborateurs puissent s'approprier ce qu'est l'éthique dans leur quotidien, en déterminant eux-mêmes comment mieux agir, plutôt qu'en essayant de dicter, les règles du bien agir, qui sont finalement un truc descendant ou que personne n'appliquerait, tu vois? Donc il y a Mmh. vraiment cette logique de fonctionnement très participatif et à plat dans la gouvernance, dans les modèles de prise de décision. On a, on a par exemple un collectif de 50 d'une cinquantaine de personnes qui représentent en gros 10 des effectifs, un peu moins maintenant, avec lesquels on vote des décisions structurantes tous les 2 ans. On vient de créer, et ça c'est une des nouveautés qu'a amené la perma-entreprise, une convention perma-citoyenne chez nous. Donc, l'idée c'était de proposer à des personnes, alors sur la base du volontariat, mais qui seraient peu engagées dans des dispositifs de gouvernance actuels, à des journées de réflexion sur des sujets précis pour qu'elles puissent faire des propositions qui seront soumises au vote ensuite. Mais de faire que ce soit des personnes qui n'étaient pas, fortement présentes dans des organes de gouvernance, pour justement avoir, d'autres avis, de personnes qui n'ont pas l'occasion de le donner cet avis, tu vois? Donc, voilà quelques exemples, et souvent, on nous pose la question du lien entre perma-entreprise et entreprise libérée, par exemple. Oui. Alors les 2 sont pas au même niveau, non pas dans l'aboutissement, mais le fait que la perma-entreprise, c'est quelque chose d'assez holistique. C'est très global, et de cette chose très globale, tu vas définir ta stratégie d'ensemble. Dans cette stratégie, tu peux avoir le fait de mettre en place des principes d'entreprise libérée. Donc en fait, l'entreprise libérée serait une composante du modèle. Donc chez nous, bah, tu comprends de ce que je te décris qu'on est assez libéré dans l'esprit, hein, mais voilà, tu peux retrouver des choses de ce type, dans un modèle de perma-entreprise en matière de gouvernance et de management. Oui, c'est plutôt une conséquence de la stratégie d'entreprise. Entreprise libérée, on peut très bien, pas du tout avoir, une politique, RSE écologique et cetera dans l'entreprise libérée au final. Par exemple, voilà, c'est ça. Mais disons que là, c'est surtout parce que dans le modèle de permaculture, tu as une très forte réflexion sur la coopération entre les composantes de l'écosystème qui te permet de produire, en l'occurrence, des aliments. Et il y a un mot-clé en permaculture qu'on a beaucoup, enfin, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver l'analogie qu'on pouvait faire, mais ça s'appelle l'agencement. C'est-à-dire qu'en permaculture, tu vas agencer les éléments de ton potager, les fruits, les légumes, les arbustes, et cetera, parce que tu vas te rendre compte par l'observation que, un agencement bien particulier de ces éléments va rendre beaucoup plus efficace et résilient l'ensemble de ton potager. Si tu positionnes les arbustes à certains endroits, ils vont créer de l'ombre pour d'autres qui en ont besoin. Si tu, positionnes tes haricots, au pied d'un épi de maïs, alors l'épi de maïs va devenir un tuteur pour tes haricots quand ils vont pousser. Tu vois? Donc il y a plein d'agencements à faire pour que naturellement, sans intervention humaine, sans utilisation d'intrants, d'engrais chimiques, tu aies un potager super efficace. Et Mmh. c'est ça aussi qui est intéressant dans la permaculture, c'est que tu vises une production efficace. Et Ouais. ça parle aux entreprises. Elles sont constamment en quête d'efficacité. Malheureusement, elles ont eu tendance à l'orienter pour une seule et unique finalité qui est, la recherche du profit. Mais finalement, il y a plein d'autres façons d'arriver à être efficace et qui peut être utile, à la rentabilité, au chiffre d'affaires, au profit plus largement. Avec la perma en tout cas qui est très, très intéressante. Et donc nous, bah, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cette notion d'agencement pour penser différemment le fonctionnement de l'entreprise? Et je te donne juste un exemple, c'est qu'avant, comme dans toute stratégie d'engagement, RSE et autres, c'est que tu silotes par partie prenante. C'est quels sont mes engagements pour les clients, pour les salariés, pour la planète, par exemple, qui est une dimension plus nouvelle des parties prenantes. Et bien nous, on a dit: «Ça, il faut qu'on arrête. Maintenant, on va plutôt agencer ces parties prenantes ensemble pour répondre à des enjeux communs». OK. Je tire le fil de mon exemple. Quand tu prends l'enjeu du climat, qui est quand même un enjeu qui est devenu majeur, Ouais. est-ce que c'est pas complètement con, pour le dire tel que je le pense, de siloter tes parties prenantes sur l'enjeu climat alors que c'est l'enjeu de tous? Ouais. Pourquoi ne pas agencer, c'est-à-dire ne pas fonctionner ensemble comme un espèce d'écosystème dédié avec toutes les parties prenantes de l'entreprise pour apporter des réponses aux enjeux du climat, plutôt que d'essayer de faire des trucs, un peu isolés par partie prenante? C'est ça l'agencement. Et bah, la réponse elle est évidente, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il faut beaucoup plus coopérer, et parfois coopérer avec des acteurs avec lesquels on n'aurait jamais coopéré naturellement,
pour apporter des solutions nouvelles aux enjeux, par exemple, du dérèglement climatique, en tant qu'entreprise de services numériques. Mmh. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est de décloisonner, de désiloter les parties prenantes pour dire: «En tant qu'entreprise, on a des moyens économiques, on a des ressources, des compétences et on travaille avec des clients, on travaille mais on a un réseau associatif autour de nous, il y a des ONG, il y a des acteurs publics et donc pourquoi ne pas, se réunir autour d'une table pour dire comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut le plus vous aider à répondre aux enjeux du climat?» Et je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus riche. En tout cas, nous, on le mesure de plus en plus dans, je dirais, la capacité à penser différemment, à innover et à se montrer beaucoup plus efficace dans les réponses qu'on apporte face au dérèglement climatique, heu, depuis qu'on a déployé le modèle. Ça me fait penser à une phrase que tu disais dans une autre interview, qui disait, «Le problème de la RSE aujourd'hui, c'est qu'on la silote dans un Mmh. endroit de l'entreprise, alors qu'en fait, il vaudrait mieux la penser, au cœur de l'activité de l'entreprise». De la même façon que ça devient dommageable de siloter une stratégie RSE et une stratégie business. Moi, d'ailleurs, il y a un autre exemple que je vois assez souvent qui me fait doucement rire, c'est quand je vois des stratégies d'entreprises engagées où on me dit: «Bah, de toute façon, nous, en business, on va faire, plus 30 mais on va en même temps réduire de 30 nos émissions de gaz à effet de serre» et c'est là que je leur dis: «Écoutez, il y a peut-être un petit sujet, d'incohérence ou en tout cas un risque évident de ne pas atteindre les 2 objectifs parce que vous ne les travaillez pas conjointement». Mmh. Et donc moi, je leur dis: «La différence entre votre fonctionnement actuel et la perma-entreprise, c'est qu'en perma-entreprise, tout étant lié, vous le verrez tout de suite s'il y a une forme d'incohérence. Donc dans ce cas, moi, ce que je les invite à faire, c'est comment par le business vous allez réduire vos émissions de gaz à effet de serre et non pas faisons du business et regardons par ailleurs comment réduire là où on peut réduire. Bah non, peut-être qu'il y a certaines formes de business qui vont directement vous aider à atteindre cet objectif. Peut-être que vous pouvez développer des nouvelles gammes de produits et de services qui vont permettre à vos propres clients d'être moins intensifs eux-mêmes dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, chez nous, ça nous a poussé à être beaucoup plus volontaristes sur le développement de l'activité de Norcis sur la transition écologique. On développe des logiciels, des systèmes d'information sur mesure. On peut le faire pour tout et n'importe quoi. On pourrait très bien le faire d'ailleurs pour, l'armement, pour aider, des entreprises du secteur de la défense à développer des logiciels pour que les drones puissent, aller tuer des personnes à l'autre bout du monde sans aucune intervention humaine. Bon, bah, nous, clairement, on fait un choix de renoncer à ce genre d'activité pour nous concentrer plutôt sur, l'accompagnement des acteurs de la transition, exemple l'ADEME, avec des solutions numériques qui vont leur permettre d'accélérer, de démultiplier leur impact. Bon, tu vois, je prends exprès 2 exemples très éloignés, voire caricaturaux, pour que tu comprennes bien comment la perma, non seulement nous aide à orienter une stratégie, qui soit globalement cohérente, mais qui permette aussi de répondre aux différents enjeux de façon conjointe plutôt que d'être silotés. Parce que de toute façon, les silos sont globalement inefficaces. Oui, ouais, Tu sais, il y a un adage qui dit, «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». ouais. Il est extrêmement vrai. Seul, on irait beaucoup plus vite et moi, il y a des sujets où la coopération, demande plus de temps et d'énergie au départ et parfois c'est frustrant, mais honnêtement, rares sont les cas où on n'y gagne pas à la fin dans, l'impact qu'on aura eu à travers ce fonctionnement plus coopératif. C'est clair, c'est clair. Ça participe aussi, je le voyais sur votre site, de la considération des gens et de la confiance qu'on peut leur donner. Il y a ce mot en gros sur votre site, la considération, ça me plaisait. Je pense qu'aujourd'hui, on le matérialise de différentes façons et c'est intéressant parce qu'on est en train de faire une grande enquête qu'on fait tous les 2 ans avec une centaine de questions qui sont soumises à tous les salariés avec, réponses anonymes pour garantir la fiabilité des réponses qui nous sont retournées. Sur le sentiment d'appartenance, la fierté, l'envie de venir travailler, et cetera et c'est hyper intéressant de voir à quel point l'adhésion au projet d'entreprise qu'on propose est de plus en plus, forte, voire de plus en plus déterminante dans, les choix de carrière que font les salariés, heu, de rester ou pas chez nous, par exemple, c'est marrant parce que j'ai même découvert que beaucoup de personnes qui ne s'impliquaient pas forcément au-delà de bien faire leur job dans le projet d'entreprise, dans, nos efforts pour réduire nos impacts d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ça, à quel point, même s'ils sont pas acteurs de tout ça, ils sont heureux d'être chez Norcis pour ça, tu vois? Mmh. Et il y a un truc important et ça fera le lien avec ta première question, sur la gouvernance, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif,
c'est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'influencer l'évolution de l'entreprise. Donc c'est pas juste de participer à la génération d'idées, c'est pas juste de voter un coup de temps en temps, c'est d'avoir une gouvernance et des dispositifs de participation où les personnes qui ont envie de s'investir dans le projet d'entreprise sentent qu'elles ont une influence. C'est Ouais, beaucoup plus fort. bien Et sûr. donc, la convention perma citoyenne, c'est exactement ça, parce que non seulement on travaille avec, des personnes, sans présence de membres du comité de direction, ils sont totalement libres de travailler, et de mener les idéations. Après on retravaillera ensemble les propositions pour que celles qui seront soumises, elles aient une chance de passer. Parce que moi je leur ai fait une promesse, c'est qu'on va faire une convention, mais on va vraiment faire. Oui, c'est Mais mieux. par contre, entre une idée folle, qui est ce que je leur demande, et une idée réaliste qui peut passer le vote, il va falloir travailler un petit peu entre les 2. Mais c'est pour te dire à quel point, on fait en sorte de donner les moyens à celles et ceux qui le souhaitent et encore une fois, c'est celles et ceux qui le souhaitent parce que le but, c'est pas d'avoir tout le monde, on peut pas et on va pas forcer les gens, mais que celles et ceux qui ont envie de s'investir et d'influencer, ils puissent avoir cette influence. Mmh. C'est intéressant comme point de vue parce que j'entends souvent: «Comment faire pour que tout le monde soit impliqué dans ces sujets-là?» et cetera. Mais ça, c'est un Et vœu te pieux. voilà, tu apportes une petite nuance, je trouve ça intéressant de dire, ceux qui le veulent. C'est un vœu pieux de vouloir que tout le monde soit pleinement, acteur et autant, j'ai eu cette envie un peu utopique que tout le monde le soit quand j'ai rejoint Nord6 il y a 5 6 ans, heu, autant j'ai fait du chemin par rapport à ça, notamment quand j'ai découvert que beaucoup, heu, dégageaient une vraie fierté, de faire partie d'une entreprise qui se donne autant de moyens pour, mieux faire, quand bien même ils ne s'impliquaient pas et ça m'a vachement rassuré, en fait. Parce que au début, de ma fenêtre, je voyais une forme de passivité qui m'agaçait au regard des enjeux, et de ce qui me prend aux tripes, c'est-à-dire porter, notamment l'enjeu climatique dans notre stratégie et en fait, quand je me suis rendu compte du niveau d'adhésion au projet d'entreprise, de la fierté de tout ça, bah, ça m'a complètement, décoincé et je me suis dit: «En fait, garde ton énergie pour donner le plus de moyens à ceux qui ont envie de faire et continue de donner des raisons d'être fier aux autres». Ouais, et en même temps, tu le disais, tout à l'heure, très bien faire son travail, c'est aussi contribuer au développement de Nord6, à sa façon. Mmh et 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 puis, parce qu'on réussit pas tout, moi j'ai pris quelques murs, hein, notamment au début, quand j'ai rejoint Nord6 parce que je suis arrivé avec une telle, je passais d'une posture de consultant externe dans des boîtes où c'était très difficile de faire avancer les choses et j'avais aucune prise là-dessus, à, ça y est, je suis dans une boîte, en plus interro-fertile, où je vais pouvoir faire je suis parti à 200 à l'heure et je me suis pris des murs parce qu'en fait, je partais de ce que je jugeais être le bon rythme et celui que je pouvais avoir moi, mais je partais pas des autres et ça, c'était ma plus grande erreur. C'est pour ça que, même si ça m'a demandé de faire un travail sur moi pour accepter un temps plus long sur un sujet qui me semblait éminemment urgent, je pense qu'on a beaucoup mieux réussi certaines choses, et moi, j'ai beaucoup mieux réussi à embarquer des collectifs parce que j'ai fait le travail qu'il fallait sur moi pour, beaucoup plus partir d'eux, de leurs possibilités, de leur temporalité et faire en fonction de ça. Et puis on parle quand même d'un groupe, conséquent, 600 personnes, Mmh. voilà, on peut pas bouger, 600 personnes, aussi vite que si on était, une petite entreprise de 10 personnes. Ouais, puis tu as tout à fait raison et puis je m'amuse souvent à faire une analogie avec l'univers familial, par exemple sur le tri des déchets. Quand tu penses à quand tu essayes de faire changer, les pratiques des déchets, de gens qui ne le font pas, ne serait-ce que de bien trier les déchets, et tu vois quelle galère c'est et le temps que ça peut prendre. Alors quand tu imagines dans un monde professionnel, avec les attentes qu'il y a sur chaque personne par rapport à des résultats, de la performance, bah, forcément ça demande plus de temps. Bien sûr. Vous avez créé aussi une université d'entreprise chez Nord6. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est cette université? Hem, il y a à peu près 8 ans, je crois, ça devait être 2015, il y a une décision vraiment stratégique qui est prise, dans ces instances très collégiales, de positionner Norcy sur le haut de gamme. Puisqu'en fait, il y avait une tendance sur notre secteur avec de la concentration, bataille féroce entre des très grosses structures qui tiraient les prix vers le bas, du offshoring, en veux-tu en voilà et ça nous semblait être une trajectoire, très dangereuse et surtout qui allait pas nous permettre de beaucoup plus considérer l'humain et le vivant dans tout Mmh. ça et donc le haut de gamme, c'était une stratégie,
pas forcément simples, mais éminemment cohérentes pour nous permettre de faire ce qu'on fait comme on avait envie de le faire, c'est-à-dire avec ces fortes considérations, heu, mais qui allait nécessiter notamment de beaucoup travailler sur les compétences. Ouais. Et donc on a créé l'université d'entreprise et un pôle d'innovation qui est en charge de la création et de l'animation, encore aujourd'hui, je pense, de près de 90 des contenus de chaque filière métier, OK. de séquences de formation sur des compétences techniques, mais sur des compétences humaines, comportementales. Je te donne un exemple. Chez nous, tous les développeurs, à un moment donné dans leur parcours, ils ont une formation sur l'écoute active et la communication non violente. Et ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que non seulement ça c'est évidemment, ça peut être utile dans les projets, pour que les projets se passent bien, mais ce qui est génial, c'est que là, je trouve qu'en tant qu'entreprise, on a une influence positive sur la vie des gens. Bien sûr. Je vais être très caricatural, mais tu as parmi, les ingénieurs en général et les développeurs en particulier, parfois des profils de personnes qui sont un peu introvertis, dit autrement et moins enfin, ouais, qui sont, très à l'aise derrière leur écran, sans trop d'interaction. Mmh. Et quand tu fais des choses sur le charisme oratoire, la communication non violente, l'écoute active, qui pour le coup, écoute active et communication non violente est éminemment utile pour tout, citoyen qu'il soit. Ah oui. Mais tu vois, mais moi le premier en fait, j'ai appris des choses qui me sont utiles dans la vie personnelle sur, mes biais cognitifs et tout, c'est génial. Donc, l'université d'entreprise de Nord c'est l'objectif, c'est de permettre à Nord d'être, haut de gamme dans ses prestations, en apportant des champs de compétences, qu'ils soient techniques, humains, comportementales, relationnels, méthodologiques, sur chacun de nos métiers. Et puis depuis, qui a été enrichi par, des sessions, pas tant de formation que d'ateliers pratiques sur l'éthique, sur, l'intégration de la dimension environnementale dans la réalisation de nos projets, et cetera. Donc c'est un très gros dispositif, qu'on a lancé il y a, voilà, il y a presque 8 ans maintenant. Ah oui. Et donc c'est une instance, indépendante de Norcis ou pas? Non, non, enfin, c'est totalement internalisé, c'est créé et animé par nos équipes. OK. Donc, non, non, c'est pas indépendant, au contraire, c'est plutôt, c'est très intégré, très Je intégré. posais cette question aussi parce que je me posais la question, est-ce que, il y a vocation à intégrer, d'autres gens que vos collaborateurs? Alors ça a pu arriver, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux sur le fait de faire bénéficier d'autres publics, mais c'est arrivé que, des équipes chez nos clients puissent bénéficier de certaines formations. Ça a pu arriver que certains de nos clients nous demandent de dispenser les formations chez eux, certaines formations chez eux. Maintenant elles sont très pensées, pour n enfin par nous et pour nous en quelque sorte, donc je pense pas qu'elles seraient, toujours applicables très largement. Par contre, voilà, pour poser des bases, saines avec, des nouveaux clients, pour, essayer parfois de semer les graines de nouvelles formes de coopération qui considèrent davantage l'humain et la planète. Je pense que voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut être amené à élargir un petit peu le périmètre des bénéficiaires de ces formations. Mmh. OK. Thomas, d'où te viennent tes convictions profondes? Ah! Alors ça, c'est pas une question simple parce qu'il y a quelques, comment dire? Points de bascule ou moments forts qui m'ont amené à ça. Mais, déjà, je vais avoir l'humilité de dire que, j'ai la chance d'être plutôt bien né et je pense que, l'écologie, est quand même globalement une affaire de personnes qui, n'ont pas trop de problèmes pour se loger, se nourrir et se sentir en sécurité. Hem, Ceci étant dit, ça fait pas que toutes les personnes qui, remplissent ces cases-là, sont, farouchement, impliquées dans un projet d'entreprise et de société qui semble être un petit peu plus égalitaire et protecteur du vivant, n'est-ce pas? Donc, ensuite ce sont des découvertes surtout d'autres façons de penser l'entrepreneuriat. Il y a un livre qui m'a vachement marqué, que j'ai lu, je crois, quand j'avais 17 ans, qui s'appelle «80 hommes pour changer le monde», et c'était formidable. En fait, c'était 2 étudiants d'école de commerce qui avaient tout claqué à la fin de leur cursus en finance parce qu'ils en avaient ras-le-bol de voir des dérives, insupportables de ces milieux-là, et qui ont tout plaqué pour faire un tour du monde qui, avait pour but de rencontrer des entrepreneurs qui avaient, complètement pivoté, leur projet entrepreneurial pour faire différemment et notamment pour faire beaucoup plus propre,
beaucoup plus vertueux. Et c'était formidable parce que c'était que des témoignages de personnes, d'hommes et de femmes de par le monde, dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs d'activité, qui avaient réussi des bascules extraordinaires. Je pense à une entreprise qui faisait des produits d'entretien dérivés de la chimie, où ils se sont mis à louer plutôt qu'à vendre, et ils avaient créé un processus où ils pouvaient réutiliser 1000 fois les, produits d'entretien. 1000 fois, tu imagines la différence d'impact avec une boîte qui fait que vendre, et puis au lieu de vendre, des volumes, toujours plus, et ben, en fait, ils optimisaient vachement ce qui était vendu aux clients, donc les clients payaient moins cher. Enfin, c'est ce qu'a fait Michelin sur les pneus, par exemple, qui est un cas un petit peu connu dans le B2B. Voilà, et ça m'a vachement marqué parce que je voyais des choses qui me semblaient ahurissantes en matière sociale, des inégalités ou en matière de protection de la planète, de disparition d'espèces et cetera. Et j'en pouvais plus d'avoir des cours d'économie sociale ou des cours en école de commerce qui, me semblaient complètement has-been par rapport aux enjeux qui se dressaient face à nous, quoi. Et donc ce livre, ça a été je pense, le déclic qui m'a fait dire: «Mais c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est vers ça que je veux aller. Je veux vraiment contribuer à écrire une autre histoire». Heu et puis après, il y a eu un temps où je me suis dit: «Mais en fait, on est tellement une goutte d'eau que à quoi bon?» Ce que beaucoup sont amenés à se dire, hein. Mais finalement, on a tout à gagner à être dans le champ des solutions que de la création de problèmes. Parce que une fois qu'on déprime en se rendant compte de l'ampleur de la tâche et du niveau de pardon, je vais le dire comme je le pense, mais d'emmerde qui se dresse face à nous et de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait au départ, hein. C'est-à-dire que c'est pas 2050, là, on y est déjà, hein. Ouais, ouais, Tu peux que te sentir mieux si tu essaies de faire mieux que si tu contribues à continuer à faire ce qui va pas. c'est clair. C'est aussi ça qui t'a amené du coup à coprésider, Bilab France? Bah, alors, ce qui m'y a amené, déjà ce qui m'y a amené, c'est que donc Norcis est devenu Bicorp en 2019 pour une bonne raison, qui est que le processus de certification de Bicorp, évalue pour plus de la moitié de l'évaluation l'impact du business. Et tu as compris tout à l'heure à ce que je te racontais sur la RSE et cetera, que pour moi, c'est une sacrée solution. En tout cas, c'est une sacrée manière d'amener les entreprises à se questionner beaucoup plus en profondeur. Donc j'ai vraiment la conviction que ce mouvement, que des bicorp et que tout ce dispositif qui a été créé autour de la certification avec le B-Impact Assessment, est un formidable outil, et donc j'avais envie de m'impliquer dans la vie de cette communauté dès lors que Nursis y est entré. Pour moi, on arrivait vraiment à créer un point de bascule. Alors tout n'est pas parfait, d'ailleurs il y a des critiques qui reviennent assez souvent, hein, sur le mouvement et cetera, et il y a pas de problème là-dessus. On essaie autant que possible de répondre factuellement pour apporter la preuve que ces critiques sont parfois, un peu faciles ou pas forcément justes parce qu'elles ne considèrent pas la réalité de ce qu'est Bicorp. Mais voilà, je me suis impliqué et puis chemin faisant, heu, alors à la fois j'ai candidaté pour être au CA et ensuite au sein du CA, on a été désigné puisqu'il y avait pas de candidature avérée de présidence. On a été co-désigné avec, ma coprésidente qui est Camila Garcia, voilà, sur le mouvement, et j'en suis très heureux, même si, bah, enfin le but c'est de me mettre au service du projet associatif pour qu'on contribue d'autant plus à une transformation plus globale. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a ce qu'on fait au niveau de Norcis et l'investissement que je mets dans ça pour, pérenniser à long terme l'entreprise en essayant de lui donner les bases pour qu'elle ait le modèle le plus engagé possible. Ça, c'est un peu mon rôle de fils de fondateur. Néanmoins, c'est sur une entreprise de service où on est 500, donc bon, voilà, c'est une petite échelle. Ensuite, il y a ce qu'on fait avec la perma-entreprise, puisque au-delà de l'expérimentation chez nous, on a fait ce bouquin, et au lieu de faire un business de conseil, clairement qu'on aurait pu faire et je pense qu'on aurait fait un chiffre d'affaires assez vite, on a mis la méthodologie dans le livre pour permettre à toutes celles et ceux qui ont envie de faire différemment, de pouvoir utiliser ça comme un outil. Et ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier en termes de décisions qu'on ait pu prendre, hein, au niveau de Narcisse, de créer un commun avec ce livre, avec cette méthodologie. Et puis maintenant avec ces formations aussi pour essayer de donner de plus en plus de clés à ceux qui veulent faire mieux. Et puis il y a Bicorp où là, c'est encore une autre échelle parce qu'en plus, il y a une dimension internationale. Donc j'ai à la fois, l'envie, mais aussi la grande chance de pouvoir avoir ces différents moyens d'action, pour essayer de toucher du doigt à à une évolution plus systémique du monde de l'entreprise. Mais je reste très modeste dans mon impact sur tout ça, hein. Ouais, ouais.
Par quoi es-tu le plus, touché dans ton parcours? Alors toucher, tu veux dire quoi par Qu'est qu'est-ce qui te rend le plus fier? qu'est-ce qui me rend le plus fier? Bah, c'est alors i je peux te donner plusieurs choses, ce qui me rend le plus fier, c'est, tu vois, là, on a regardé la semaine dernière les résultats de notre enquête sur, nos 600 salariés. Il y en a 480 qui ont répondu et il y a plus de 90 qui disent qu'ils sont fiers d'être chez nous, qu'ils sont contents quand ils viennent au bureau, heu heu, de fiers quand je vois des gens qui, des salariés qui ont découvert des choses autour de l'écologie, du climat et que ça leur est utile dans leur vie personnelle. Ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier. Fier de voir qu'il y a des personnes qui, osent, saisir notre conseil éthique pour faire remonter des dissonances entre ce qu'on dit, et ce qui se passe. Parce que tu peux pas tout maîtriser de toute façon et qu'évidemment on n'est pas parfait. Heu, ça je suis fier, de ça. Bon voilà des choses qui me viennent spontanément là, qui sont très narcisses. Après, je pourrais dire je suis fier d'avoir été désigné coprésident de Bicorp. C'est vrai. Bah oui. Mais, je me méfie énormément de l'emprise que peut avoir l'ego. Mmh. Un des livres qui m'a le plus marqué aussi que j'ai lu, ces dernières années, c'est Leadership sans ego. Je le trouve formidable parce que je constate que l'ego est très vicieux, y compris dans nos univers de la durabilité et je pense créer beaucoup d'inertie. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça pour pas me satisfaire de choses qui flattent mon ego. Voilà, c'est ça. À la limite, voilà, je suis peut-être plus fier encore de ça, de garder en tête, voilà, de pas être influencé par des choses qui flattent mon ego. De tu vois, si j'ai voulu être au CA de Bicorp, c'est parce que je trouvais que c'était un bon endroit pour m'impliquer dans le projet de l'association et aujourd'hui, si, je suis coprésident avec cette étiquette qui voilà, qui a une certaine aura ou en tout cas, voilà, qui claque un petit peu, c'est évidemment, j'en suis fier, mais en même temps, il y a qu'une seule chose qui compte, c'est à quel point ça peut m'aider à servir la cause que je veux servir, qui me dépasse complètement, en fait. Heu et aujourd'hui, c'est utile, donc tant mieux, mais bon, voilà, c'est des choses qui me viennent assez spontanément. Dans les gens qui écoutent, le podcast, on a des personnes qui se mettent en route, vers des modèles, d'entreprise, régénératifs, vers des modèles d'entreprise collaboratifs et cetera. Toi, avec un peu de recul sur ce sujet et heu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Un ou 2 conseils quand on démarre là-dedans? Bah, déjà, c'est de se donner le temps parce qu'il y a un tel foisonnement que ça peut être un peu difficile de s'y retrouver dans tous ces dispositifs, tous ces outils qui émergent, tous ces labels. C'est éminemment compliqué, en fait, de rentrer dedans. Et en même temps, c'est formidable parce que du coup, il y a des solutions aujourd'hui qui sont tellement protéiformes qu'en fait, on peut répondre à peu près à toutes les difficultés, à tous les problèmes, hein. Les solutions existent déjà. Donc déjà, c'est se donner le temps de digérer un petit peu tout ça. Heu, Ensuite, c'est de trouver des capsules d'optimisme parce que par moment, ça peut être très démoralisant, notamment quand on se met à faire de la veille sur l'actualité autour du climat, par exemple, hein. On peut très vite, tomber dans des anxiétés, dans des voilà, c'est d'ailleurs ce que traversent aujourd'hui beaucoup de jeunes. Donc Ouais. c'est de trouver des sources de bonheur, de joie, d'optimisme et il y en a aussi pas mal, hein, pour, toujours garder foi et garder espoir. Parce que finalement, si ceux qui sont les plus conscients du problème, heu, sombrent dans des formes d'anxiété, de repli sur soi et cetera, on répondra encore moins vite aux problèmes. Donc vous voyez, tu vois, il faut aussi qu'on sache se protéger, en tant que personne qui veut s'impliquer pour un monde, plus juste et plus, vertueux. Parce que si nous, qui avons une capacité d'action, heu, perdons foi ou perdons de la motivation ou perdons trop d'énergie face à l'ampleur de la tâche, ben, en fait, on servira encore moins bien cette cause que j'évoquais tout à l'heure, tu vois? Donc ça, c'est un autre conseil que je peux donner et puis ensuite, heu, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi des contenus qui sont gratuits, libres d'accès, donc faut pas hésiter à aller s'inspirer, faire quelques MOOC, lire un bouquin, j'en ai cité deux trois depuis tout à l'heure, qui sont vraiment utiles et par exemple, bah, je veux pas faire de l'auto-promo, mais quand dans la perma-entreprise, au-delà de la vision, du modèle en tant que tel, on met de la méthode avec des outils,
pour définir une raison d'être et cetera, mais enfin n'importe qui peut se l'approprier, s'en servir derrière donc heu, il faut voilà, faut pas hésiter à et puis aller voir quelques conférences de temps en temps ou à faire des webinaires. Ça, c'est bien, depuis le covid, il y a plein de webinaires, donc sans bouger de chez soi, on peut se renseigner, Ah ouais, heu, c'est sûr. voilà. Et un dernier truc qui me vient, Cécile, c'est que, de temps en temps, je suis face à des étudiants Mmh. et un étudiant, ou un jeune en général, est assez dogmatique, hein. C'est, l'avion c'est mal, le vélo c'est bien, mais je l'ai beaucoup été et je pense que je le suis pas mal dans le civil. Bon, dans l'entreprise, on peut moins se le permettre, donc j'essaie de mettre un peu de nuance pour pas être trop clivant et puis réussir à embarquer, celles et ceux que j'ai envie d'embarquer dans cette aventure. Mais souvent je leur dis en fait, puisque ils me disent: «Ouais, mais vous nous conseillez quoi? Les grands groupes, les petites boîtes?» Tu vois? C'est un peu binaire et je leur dis: «En fait, le plus important, c'est que vous vous donniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment Mmh. et en fait, vous pouvez très bien aller dans des grandes entreprises. Par contre, vous n'aurez pas accès à des niveaux de direction générale avant un bout de temps et vous les côtoierez sans doute pas avant un bout de temps. Parfois, vous allez vous agacer parce qu'il va y avoir des décisions prises sur lesquelles vous n'avez aucune emprise et qui vous sembleront aller à l'encontre de ce que vous jugez être juste. Mais en même temps, si vous réussissez à mener à bien un projet, la dimension de l'entreprise fera que l'impact sera énorme. À l'opposé, vous pouvez aller dans des petites structures, des startups, des entreprises qui sont, sustainable native, tu vois? Des jeunes entreprises qui sont nées sur, l'envie de proposer un produit ou un service durable, par exemple. Là, vous allez être en prise directe avec les fondateurs, vous allez vivre un truc, entrepreneurial fort et en même temps, il se peut que vous mettiez 5 à 10 ans avant d'avoir un peu d'impact. Ouais, À vous de choisir, selon ce qui est le plus important pour vous. Il ouais n'y et a puis pas ça vraiment de fonctionne bonne bien. ou de mauvaise réponse. Ouais, c'est vrai. Bon, je sais pas si ce sont de bons conseils, mais en tout cas, ça me semble être ceux qui seront les plus utiles au regard du parcours qu'a été le mien. OK. Merci beaucoup Thomas, vraiment je te remercie pour toute la cohérence dont tu fais preuve entre ce que tu dis et ce que tu fais. Je vois beaucoup de cohérence et ça me touche et puis, notamment concernant l'ego, parce que c'est une question que je me pose assez souvent et le format podcast peut poser cette question-là aussi parfois. Bah, oui. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais un peu en blaguant, faut pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent. Donc moi, si à un moment donné, j'ai l'impression de me répéter, de toute façon, j'arrêterai pour laisser de la place à d'autres, tu vois? Mais si ça tenait qu'à moi, leadership sans ego, je l'offrirais à tous ceux que je côtoie dans le monde professionnel parce que et puis d'ailleurs, ça peut être vrai aussi dans la sphère familiale, hein. Tu as toujours dans les dîners de famille, hein, tu en as 2-3 qui sont un peu les coqs, de l'assemblée, qui vont passer leur temps à parler plus fort et à penser qu'ils ont toujours raison. Bah, c'est terrible, hein, mais bon, Ouais, c'est un c'est vrai. peu ça se retrouve partout, quoi. Je mettrai toutes ces références, dans la description de l'épisode. Ah bah, cool, ouais, ouais, c'est super. C'est vraiment des bonnes lectures. Bon, bah, chouette. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup Thomas pour, Bah, le merci temps que pour tu m'as accordé. ton invitation, surtout. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, bah, bon cheminement intellectuel à toutes celles et ceux qui l'écouteront et tout le bien que je vous souhaite, c'est de trouver des solutions pour agir positivement, pour, voilà, qu'on puisse construire ensemble un monde plus juste, plus équitable, plus égalitaire et puis plus durable surtout. Merci Thomas. Salut Cécile, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!